Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la facturation électronique. Alors, vous l'attendiez depuis très longtemps, on sait que c'est un sujet sur lequel vous aviez pas mal de questions. Du coup, pour traiter ce sujet avec vous, agents généraux, on a décidé de s'entourer de l'équipe FITECO. Donc, avec Anne-Marie Azanat, juriste AGA, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Alain Meunier, directeur associé chez FITECO, et Xavier Legal, chef de mission chez FITECO. Alors, les micros sont fermés pour les participants, mais n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat, que je n'hésiterai pas à relayer à ces messieurs. Messieurs, je vous laisse la main pour présenter la facturation électronique qui arrivera à partir du 1er septembre 2026. Bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc la facture électronique, effectivement, se met en place depuis plusieurs années. Et puis la première échéance, septembre 2026, est en train d'arriver. Je me présente tout d'abord, donc Xavier Legal, je suis chef de mission chez FITECO, qui est le 7e cabinet d'expertise comptable national. Nous sommes à peu près 3000 collaborateurs et nous représentons à peu près 57 000 clients répartis sur une grande partie de la France. Alain Meunier, donc, je te laisse te présenter peut-être, Alain, notre monsieur facture électronique de FITECO. Oui, bonjour à tous. Donc Alain Meunier, donc je suis associé chez FITECO en charge du SI et là particulièrement je porte le projet facture électronique au sein de FITECO depuis plus de 3 ans. Bien, pour recadrer un petit peu le contexte, je vais vous présenter une petite vidéo qui dure 3 minutes, qui a été réalisée par la DGFiP et qui a le mérite de vraiment bien placer les choses et qui pose les bonnes questions. Donc, normalement… Le 1er septembre 2026, la France entre dans l'ère de la facturation électronique. Cette réforme majeure pour les entreprises s'inscrit dans un mouvement global de simplification et de modernisation des échanges commerciaux. Pour l'État, elle est aussi un levier pour une meilleure connaissance de l'économie française. Avec la facturation électronique, fini les galères telles qu'on les connaît aujourd'hui. La facturation électronique est plus juste car elle favorise une concurrence plus loyale. Elle est plus simple car elle facilite la gestion et le suivi des factures, et elle est plus efficace car elle permet de réduire les délais de paiement et de sécuriser les échanges. Ainsi, la création de la facture électronique permet en une seule opération d'envoyer sa facture à son client, d'alimenter sa comptabilité et de transmettre à l'administration les données nécessaires en s'épargnant des démarches ultérieures. Quels sont les acteurs économiques concernés par la réforme? Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit la taille, la forme juridique ou le chiffre d'affaires réalisé. Cela comprend notamment les indépendants, les professions libérales et les micro-entrepreneurs qui facturent ou non la TVA. Mais au fait, qu'est-ce qu'une facture électronique? Ce n'est pas un simple PDF envoyé par email. C'est un document dématérialisé et standardisé qui répond à des normes européennes. Il contient ainsi les données obligatoires de la facture pour toutes les entreprises. Comment sont transmises les factures et leurs données? Une fois émise, le fournisseur transmet sa facture électronique directement via la plateforme agréée qu'il aura préalablement choisie ou au travers d'une solution compatible. Cette facture est alors acheminée vers la plateforme agréée du client. Certaines données de cette facture sont transmises en parallèle à l'administration qui n'aura plus à vous les demander. Que se passe-t-il si le client est un particulier ou si le client est établi à l'étranger? Dans ce cas, le fournisseur envoie sa facture par le canal habituel et transmet simplement ses données de paiement ou de transaction à sa plateforme agréée qui les transmet à son tour à l'administration. La réforme de la facturation électronique, ça démarre quand? À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. À cette date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire auront également l'obligation d'émettre leurs factures sous cette forme. Un délai d'1 an est prévu pour les micro-entreprises et les TPE-PME pour leur laisser le temps de s'adapter. À partir du 1er septembre 2027, elles auront l'obligation d'émettre des factures électroniques et de transmettre à l'administration leurs données de transaction.
Mais pas besoin d'attendre. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à émettre et à recevoir des factures électroniques. Vous pouvez démarrer dès à présent. Comment bien se préparer? Choisissez votre plateforme agréée pour émettre et recevoir vos factures. Il en existe déjà une centaine. Si vous utilisez une solution de gestion ou de facturation, assurez-vous qu'elle soit compatible avec ces plateformes. Pour vous conseiller et vous accompagner, rendez-vous sur impôts.gouv.fr ou auprès des experts comptables, des éditeurs de logiciels, des fédérations ou organisations professionnelles, ou encore des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture. Plus juste, plus simple, plus efficace. Avec la facturation électronique, nous changeons d'air. Je referme cela. Donc voilà, j'ai commencé par cette petite vidéo parce que elle est vraiment, je trouve, extrêmement didactique et elle précise bien le contexte et le calendrier surtout de la réforme, hein, avec 2 dates clés, on va en parler pendant toute la présentation, septembre 26, donc demain, septembre 27, un petit peu plus long terme. Donc, en résumé, donc on est vraiment dans un mouvement de modernisation et de digitalisation de l'activité économique. La réforme n'est pas uniquement franco-française, puisque au niveau européen, l'Italie a déjà commencé il y a longtemps. Belgique, Allemagne et Pologne sont en cours de déploiement. D'autres pays plus lointains, toute une grande partie de l'Amérique latine, pardon, depuis 2004. Donc, nous ne sommes pas un cas isolé. Je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire et le chemin vers la digitalisation de la compta. Nous allons aborder différents points. Je passe rapidement le sommaire, comprendre un petit peu ce qu'est une facture électronique concrètement. Ensuite, on reparlera de nos 2 échéances, septembre 26, septembre 27. Et je vous présenterai ce que nous avons fait pour nos clients et pas uniquement pour les clients du cabinet. Les objectifs de la réforme. Il faut bien comprendre que tout le monde, quasiment, est concerné. Les entreprises soumises à TVA, alors on va voir que dans le cas particulier des agents généraux, qui par définition sont très peu concernés par la TVA, néanmoins, vous allez y être un petit peu. Les toutes petites entreprises, les micros, les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs sont concernés, ils ne sont aujourd'hui quasiment pas au courant. Et surtout, les entreprises qui ne vont pas forcément émettre de factures vers des clients devront néanmoins être en mesure de recevoir. Quelques exceptions, les associations, les intermédiaires dans les activités bancaires ou d'assurance, donc vous, mais on va voir que c'est pas si simple. Les particuliers, bien sûr, mais pas tous les particuliers. On va y revenir très vite. Donc là, on avait un petit tableau de synthèse. Les gens hors du champ, les associations type 1901 sans activité lucrative, donc qui ne sont a priori pas soumises à TVA. Les auto-entrepreneurs et les LMNP, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors LMNP, pardon, loueurs en meublé non professionnel, en tant qu'agent, vous êtes également un contribuable, vous avez peut-être des dossiers de loueurs en meublé non professionnel, vous ou vos clients d'ailleurs, donc ils sont concernés. Les SCI, donc les sociétés civiles immobilières, vous avez peut-être les murs de votre agence dans une SCI, eh bien, vous êtes concerné. Les assureurs, a priori hors du champ, mais il peut arriver que vous ayez à côté de votre activité avec la compagnie quelques petites facturations avec TVA, on y reviendra tout à l'heure. Donc les associations avec qui dit activité commerciale évidemment concernées, avocats. On parlait des particuliers. Les particuliers a priori hors du champ, mais attention, certains particuliers peuvent louer des biens immobiliers et dans certains cas, ils peuvent être assujettis à TVA, donc ils ont un numéro SIRET et donc ils vont être concernés par la réforme, tant en réception, alors plus rare qu'en émission, puisqu'ils vont facturer
de la TVA. Les holdings actives, évidemment, qui dit actif dit activité commerciale donc concernée. Et les holdings passives, alors c'est assez frais, on pensait que non, mais finalement, elles sont bien dans le champ de la réforme. Si on revient au cas particulier, j'ai loupé une diapositive, si on revient en particulier sur le cas d'un agent, donc toute la partie des échanges avec la compagnie est hors du champ. D'accord? Par contre, pour toutes vos factures fournisseurs, vous êtes concernés. Donc, la réception des factures de vos fournisseurs, vos frais généraux, loyer, cabinet comptable, etc., etc. Et là, vous avez l'obligation, dès septembre 2026, d'être en mesure de recevoir sur une plateforme les factures de vos fournisseurs. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être amené à facturer des prestations annexes de conseil, de gestion. Ces flux-là donc seront soumis à l'obligation classique de facturation à échéance septembre 27. Mais rien n'empêche de le faire avant. Bien penser à vos petits dossiers que vous pouvez avoir à côté, donc l'éventuel SCI qui loue les murs de l'agence. Vous avez peut-être des activités LMNP ou loueur de biens. Avec TVA. Et pensez également, je pense que comme nous, experts comptables, vous êtes au contact de vos clients, vous apportez du service à vos clients, pensez à en discuter avec vos clients parce que un certain nombre de clients ne savent pas qu'ils sont concernés par la réforme encore aujourd'hui. Le calendrier, on en a déjà parlé. Septembre 26, la première grande date, être en mesure de recevoir les factures qui vont être émises par les ETI et grandes entreprises. Échéance suivante, septembre 27. Là, ça va être l'émission des factures et la communication à l'administration, ce qu'on appelle le e-reporting, des informations de paiement. Les objectifs de la réforme, c'était un petit peu expliqué dans la vidéo de la DGFiP. Renforcer la compétitivité, lutter contre la fraude fiscale. Alors, essentiellement TVA, donc vous êtes assez peu concernés. Faciliter les déclarations de TVA, l'objectif ultime de l'administration. Vous connaissez le pré-remplissage aujourd'hui des déclarations de revenus, c'est complètement rentré dans les mœurs. Leur idée à terme, c'est d'arriver à pré-remplir les déclarations de TVA des entreprises. Améliorer la connaissance de l'activité économique, c'est un gros enjeu aussi pour l'administration. Ils souhaitent être en mesure d'avoir des informations économiques très fraîches, de façon à mieux mesurer ce qui se passe dans l'économie réelle et de façon à être beaucoup plus réactif et pouvoir anticiper des évolutions. Alors, là, j'ai une petite slide sur la surveillance un petit peu de la TVA. Vous êtes assez peu concernés. Le grand but, quand même, c'est de lutter contre la fraude. À titre d'exemple, il y a une étude qui est sortie il y a quelques temps sur l'Italie qui a été précurseur en ce domaine. Grant Thornton, un cabinet d'audit, avait fait une étude. Ils avaient estimé qu'en 2 ans, l'Italie avait récupéré 13 milliards de TVA. Vous suivez l'actualité. L'objectif de l'administration, c'est vraiment de ne pas se priver de cette optimisation du recouvrement de la TVA. Alors, concrètement, une facture électronique, qu'est-ce donc? Ce n'est pas un PDF. D'accord? La facture fournisseur que vous recevez aujourd'hui dans un mail ou que vous allez télécharger sur le site d'Orange, d'EDF, ça n'est pas une facture électronique, même si c'est un PDF. Une facture électronique, c'est un PDF, mais un PDF particulier qui va comprendre le format PDF en fait que vous connaissez, c'est un conteneur qui va contenir une image pour l'œil humain et qui va contenir tous les éléments de la facture dans un espèce de fichier qu'on peut appeler texte. Techniquement, c'est du XML, mais concrètement, c'est du texte lisible par les machines et qui va contenir toutes les informations de la facture, de l'adresse de l'émetteur à l'adresse du destinataire et tout le contenu des lignes de la facture. Je vous passe les détails techniques.
Il existait sur les formats papier 24 mentions obligatoires, des données complémentaires ont été rajoutées et petit à petit, de plus en plus d'infos figureront sur cette facture. Donc cette facture X, cette facture électronique PDF plus des informations doit en plus transiter par ce que l'on appelle une PA, une plateforme agréée. Qu'est-ce donc une plateforme? Donc elle doit suivre en fait un flux. Donc elle ne peut pas passer par des échanges de mails. Une plateforme agréée, c'est un acteur privé qui a reçu un agrément de l'administration fiscale. Il doit y en avoir à peu près 120 aujourd'hui. Et son rôle va être d'intervenir comme un petit peu comme un intermédiaire en émission et en réception, et il va s'assurer de gérer tout le flux de la facture, de l'émetteur de la facture au destinataire. Donc pour notre échéance de 2026, vous devrez choisir une plateforme agréée qui vous permettra de recevoir les factures émises par les entreprises qui ont l'obligation d'émettre, donc les gros faiseurs de facturation. Elle va interagir avec l'annuaire. Je vais reparler de l'annuaire un petit peu tout à l'heure parce que c'est important. Et elle va assurer l'archivage légal. Donc, bien entendu, notre facture électronique, le but du jeu, c'est pas de l'imprimer et de la mettre dans un classeur comme on faisait la compta et le suivi il y a quelques années, mais de l'archiver de manière légale, sous forme électronique, avec toutes les garanties de sécurité. La slide date un peu, aujourd'hui il y a un petit peu plus qu'une centaine de plateformes. Donc voilà, c'est le prestataire et c'est le prestataire que vous allez devoir choisir, ou que vous avez peut-être déjà choisi, pour recevoir vos factures. Donc, on parlait tout à l'heure de l'annuaire. Donc, le fameux annuaire, il est géré par l'administration. C'est une base de données centralisée gérée par Bercy qui référence toutes les entreprises concernées par l'obligation de facture électronique. Donc concrètement, quand vous allez émettre ou quand un de vos fournisseurs va envoyer une facture, elle va interroger l'annuaire. Elle va dire « je veux envoyer une facture à la société Tartampion ». Donc à partir du sirène de la société Tartampion, elle va interroger l'annuaire. L'annuaire va lui dire pour la société Tartampion, la plateforme agréée, c'est telle plateforme, vous l'envoyez là, tout simplement. L'annuaire, lui, il va juste recenser les gens, les entreprises concernées et la plateforme que les entreprises concernées ont choisie pour recevoir les factures. D'accord? Donc, hyper important cet annuaire, il est géré par l'administration et il va faire en fait un petit peu le rôle de l'aiguillage. L'entreprise X, elle a choisi telle plateforme agréée, donc envoyez votre facture à telle plateforme agréée et l'entreprise la retrouvera sur sa plateforme. Concrètement, aujourd'hui, vous pouvez consulter l'annuaire sur le site Chorus. Donc, je transmettrai à Madame Robert ce slide. Vous aurez les petits liens si vous voulez commencer à vous amuser à regarder dessus. Donc, j'ai interrogé hier la plateforme au sujet d'AGEA. Donc, AGEA, semble-t-il, n'a pas encore choisi sa plateforme agréée pour recevoir ses factures à échéance de septembre 2026. Donc, c'est en cours, ce sera fait cette semaine. Et là, c'est AGA Promotion, pas AGA la Fédération. Oui, pardon, oui, j'ai fait vite, j'ai tapé AGA. Donc voilà. Donc vous avez quelques travaux d'été à faire, mesdames. Pas vous peut-être, mais. mais sachez que vous êtes écoutés en tous les cas par les services qui s'en occupent. D'accord. Donc voilà, c'est les petits travaux d'hiver. De toute façon, l'administration ne va pas tarder, vous s'est peut-être déjà rappelé à votre souvenir, puisque ils commencent à envoyer des relances aux entreprises qui n'ont pas choisi leur PA.
Donc voilà. Depuis quelques semaines, vous devez également être sollicité par vos fournisseurs. Les fournisseurs donc, qui ont l'obligation d'émettre là en septembre, les grosses entreprises, commencent à envoyer des courriers, des mails, des demandes. Donc, ils vous demandent votre adresse de facturation électronique. Alors, je trouve, tout le monde utilise ce terme, il est un peu ambigu. Concrètement, l'adresse de facturation électronique, on se dit tout de suite, ah, adresse mail. Non, mais non, c'est pas une adresse mail. Ce qu'on vous demande, c'est votre SIREN. Donc, SIREN, hein, les 9 chiffres qui composent, auxquels correspondent l'immatriculation de l'entreprise, qu'elle soit société ou entreprise individuelle, ou on le disait tout à l'heure, loueur en meublé non professionnel ou particulier qui facture de la TVA. Alors, je vous passe les détails pour les structures un peu plus importantes. On peut définir plusieurs sirènes. Si on a plusieurs établissements, d'abord, on va avoir les sirettes. Et on peut ensuite, pour les grosses entreprises, rajouter, selon les services, des déclinaisons autour du sirène. Je vous passe les détails. Dans la typologie de dossiers des agents généraux dans laquelle on est, c'est vraiment le sirène. Donc, quand un fournisseur vous demande votre adresse de facturation électronique, c'est pas jeandupont@swisslife.com, peu importe, c'est votre numéro sirène en fait qu'il vous demande. Je vais faire le parallèle. Je me permets de vous couper, Xavier, excusez-moi. En fait, par rapport à l'annuaire, tout à l'heure, on avait une question. Oui. Parce qu'en fait, on a des agents qui sont en spec et qui ne se trouvent pas dans l'annuaire, leur SIRET. Comment ils peuvent faire? Alors, là, je vais passer la main à Alain qui se bat depuis des mois sur ce sujet. Et vous allez également avoir un certain nombre d'agents qui n'apparaissent peut-être pas encore dans l'annuaire. Donc oui, à l'heure actuelle, l'annuaire n'est pas encore complet. Il y a 3 semaines, il y a eu une injection de 1 200 000 entreprises et supplémentaires, on va dire, hein, qui ont été ajoutées. Pour la bonne et simple raison, c'est que en fait, dans les fichiers de l'administration, il y avait des problèmes sur la notion d'assujetti à TVA. La notion d'assujetti à la TVA, c'est le cœur de la réforme, mais on peut être assujetti à TVA, mais ne pas être redevable de la TVA, hein, qui est le cas qui vous concerne. Et dans l'administration, les inspecteurs qui rentraient dans les bases de données, comme il n'y avait pas de différence entre un non-assujetti et un assujetti non redevable, ça veut dire qu'ils n'attendaient pas de déclaration de TVA, ils se sont allègrement trompés dans la saisie. Donc, c'est les 1,2 million qui ont été ajoutés. Et là, notre grande surprise, c'est qu'en fait, ce n'est pas suffisant. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont toujours pas dans l'annuaire. Au niveau FITECO, c'est à peu près 15% en fait, hein, des clients qui nous ont signé mandat et pour lesquels on ne les a pas encore. Alors, pas de panique, a priori, pas de panique pour 2 raisons. Il devrait y avoir une nouvelle mise à jour de l'annuaire pendant l'été. Et si vous n'êtes pas présent dans l'annuaire, eh bien, vos fournisseurs continueront à vous envoyer les factures à l'ancienne. La seule problématique, c'est à quel moment je vais apparaître dans l'annuaire. Il y a des mises à jour régulières. Voilà, donc avec l'adresse que vous a donnée Xavier, vous pouvez vérifier votre présence. Et voilà, donc ça va se mettre à jour. C'est pas encore, on espérait que ça soit carré il y a 3 semaines, c'est pas le cas, mais ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, de toute façon, il n'y a pas d'obligation, puisqu'il n'y a pas à appeler alors on peut appeler la DDFIP de son département pour en parler, mais il n'y a pas d'obligation, c'est à l'administration de faire le nécessaire pour mettre à jour l'annuaire. C'est comme si vous n'aviez pas d'adresse postale, hein, comme c'était évoqué. Et voilà, c'est comme ça.
Merci. Et du coup, j'ai une dernière question. L'annuaire, il est accessible par tout le monde. Tout le monde peut aller le Oui, consulter. l'annuaire a toujours été accessible par tout le monde. Là, ils l'ont rendu un petit peu plus accessible. De toute façon, si vous tapez annuaire de la facture électronique, c'est la première page qui arrive sur les moteurs de recherche et vous cliquez, il y a un petit code de protection à renseigner et après on met son numéro de sirène et on vérifie. La seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est ce qui est entouré en rouge là sur le alors, là, ça a été changé, Xavier. Si tu pouvais te remettre sur la page, ce qui a été mis en rouge, c'est que on peut très bien avoir plateforme agréée. Là, on voit que c'est non dans le cas présent, mais vous pouvez avoir oui. Donc là, ça veut dire que vous avez choisi une plateforme, mais après, vous avez adresse de facturation active, non. Il y a une différence entre le fait d'avoir choisi sa plateforme et l'adresse de facturation active. Cette adresse active, c'est au moment où on est prêt à recevoir des factures. Et l'administration nous a demandé de mettre le 1er septembre, date de début de la réforme, sauf ceux qui font un pilote à l'heure actuelle, c'est assez peu d'entreprises. Et donc, ça sera toujours non. Mais ce qui compte pour vous, c'est ce qui a marqué au-dessus, c'est oui. Si vous êtes marqué oui, ça veut dire que vous avez bien choisi une plateforme, mais qu'elle n'est pas encore active et qu'elle sera probablement active au 1er septembre, comme on nous a demandé. Et enfin, j'ai encore une autre question, parce que cette plateforme pose beaucoup de questions. Est-ce que si, justement, on n'a pas encore de plateforme, on peut quand même, enfin, on n'est pas encore sur l'annuaire, pardon, on peut quand même adhérer à une plateforme? Alors, on peut toujours adhérer à une plateforme, mais on pourra pas faire, la plateforme ne pourra pas faire l'inscription dans l'annuaire, puisqu'en fait, ce que font les plateformes agréées, c'est qu'elles contractent avec leurs clients. Grâce à leur numéro de sirène, elles disent, ben voilà, j'ai un client qui a tel numéro de sirène, je vais faire l'inscription dans l'annuaire, et dans l'annuaire de l'administration, ben, elles ne trouvent pas le numéro de sirène, donc elles ne peuvent pas faire l'inscription. C'est les 15% par exemple de clients que j'évoquais à l'heure actuelle qui nous ont donné mandat pour inscrire la plateforme. Mais comme il n'y a pas de ligne d'annuaire avec ce numéro de sirène-là, on ne peut pas déclarer. Donc si vous n'êtes pas dans l'annuaire, vous n'êtes pas concerné par la réforme. Mais ça sera mis à jour régulièrement, donc vous allez apparaître à un moment donné. Donc ça peut avoir du sens, sous ton contrôle, Alain, même si on n'apparaît pas dans l'annuaire, de contracter avec une PA, et dès que la PA vous verra apparaître dans l'annuaire, elle pourra finaliser le de l'inscription. Oui, tout à fait. Je reprends. Oui, je vous laisse continuer, il y aura d'autres questions que je vous poserai plus à la fin. D'accord, parce que je vois le temps qui passe. Mais bon, voilà, c'est les parties. Pourquoi il avance plus mon slide? Hop là. Voilà, donc on a parlé donc effectivement des sollicitations des fournisseurs. Je reviens, bon, cette diapo, on l'a déjà un petit peu évoqué. Septembre 26, la réception pour tout le monde. Choisir sa plateforme, donc on l'a également évoqué. Une plateforme, alors important, une plateforme de réception effectivement doit être choisie, ça on l'a dit. Et l'échéance septembre 27, donc notre émission, on peut avoir une plateforme d'émission différente. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure avec l'émission, pour l'émission des factures. Donc on peut avoir plusieurs PA selon que l'on est en émission ou en réception. Bon, les fonctionnalités, on l'a évoqué. Excuse-moi, Xavier, seule la plateforme en réception est à inscrire dans l'annuaire. Oui, tout à fait. C'est l'adresse postale, c'est-à-dire que voilà, ce qui compte, c'est que la personne qui livre la facture sache à quel endroit
elle le livre, mais pas comment elle va l'envoyer. Donc, c'est juste la plateforme de réception et qui vous concerne, vous, puisque vous êtes plus dans ce cadre-là, sauf si vous avez des activités annexes qui amèneraient à ce que vous ayez de l'émission. Et encore une fois, l'émission, on a un petit peu de temps encore devant nous, c'est septembre 27. Notre échéance, entre guillemets, à traiter pendant l'été, c'est être en mesure de recevoir. Avoir une boîte aux lettres physique comme une boîte aux lettres physique devant sa maison, tout simplement. On va parler un petit peu d'émissions, mais je vais passer assez vite, comme le temps tourne. Donc, les entreprises assujetties à TVA, donc a priori, pas votre cas, sauf si activité annexe à l'assurance. J'émets des factures à des professionnels, donc j'utilise un logiciel agréé pour faire mes factures électroniques et les transmettre. Si je facture à des étrangers, donc je pense que dans votre cas, ça doit être assez limité, ou des choses à des particuliers qui seraient un petit peu distinctes de votre activité d'assureur. Là, on parle de e-reporting, c'est-à-dire que selon votre régime de TVA, vous allez devoir dire à l'administration, j'ai fait tant de chiffre d'affaires avec des particuliers ou étrangers. C'est juste un montant global à communiquer à l'administration. Donc, c'est le fameux e-reporting de transaction. Alors, je vous embête pas avec ces détails-là parce que vous êtes quand même très peu concernés. Voilà, si vous avez des déclarations de TVA à déposer, le fameux reporting, c'est tous les 10 jours si on dépose des déclarations mensuelles, une fois par mois si on dépose du trimestriel. La franchise en base, ça ne doit pas être le gros du bataillon, c'est très particulier. Excusez-moi, du coup, cette fonctionnalité, elle est accessible sur la plateforme pour tous? La fonctionnalité de e-reporting, Alors, selon le choix de plateforme que vous allez faire pour l'émission, vous aurez effectivement, normalement, je ne connais pas toutes les 120 plateformes qui existent, mais ces fonctionnalités doivent être présentes. D'accord. Ça va être très variable, en fait, en fonction des plateformes. Donc, si on est concerné, il faut vérifier qu'ils ont prévu d'implémenter le e-reporting. Puisque les plateformes agréées, elles ne sont, comme je l'ai dit, elles s'occupent de la réception. Donc après, si on est concerné par l'émission, il faut choisir des plateformes qui traitent les cas d'émission qu'on peut avoir. Donc soit en facturation complète, mais là, ça serait un cas d'assujetti à TVA, par exemple. Vous avez un bien en SCI et vous avez opté à la TVA dessus, et donc il faut envoyer des factures tous les mois. Donc ça, c'est de la facture B2B. Et après, sur les autres typologies, c'est le e-reporting. Une grande partie des PA a décidé de faire du e-reporting, mais pour l'instant, on manque encore de précision de la part de l'administration. Il faut dire que c'est le pan de la réforme qui est encore le moins clair. Le reste est assez clair, mais le e-reporting est le plus délicat et impacte plus facilement comment la réforme au 1er septembre 2027. Donc, il va y avoir encore des choses qui vont bouger. Pour vous dire à tel point, il y a du e-reporting que l'on doit faire, nous, en tant qu'entité FITECO, qui a une certaine typologie de reporting pour certains clients particuliers qu'on a, ou comment le e-reporting de paiement, puisque pour les activités de prestataires de services, il faut aussi déclarer à quel moment on a encaissé la facture, parce que ça déclenche le paiement de la TVA. Et pour l'instant, on nous dit, vous nous envoyez des flux, mais il n'y a pas besoin qu'ils soient encore tout à fait justes. Donc, il y a une très grande latitude sur le e-reporting.
Et vraiment, la grosse partie, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing, l'envoi des factures. Ça, c'est l'événement majeur. Et les grands facturiers, là où vous êtes concernés en réception, les grands facturiers, c'est voilà, ce qui était évoqué, hein, EDF, téléphone, enfin tout ce qui est énergie, téléphone, et d'autres, hein, évidemment, eux, ils seront prêts pour le 1er septembre. Hein. Donc, vous recevrez, pour ceux qui sont identifiés dans l'annuaire, vous recevrez des factures dès le 1er septembre pour ces opérateurs-là. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le pont et ils sont prêts. Hein. C'était les commentaires qu'on a eus dans le pilotage, la 3e réunion du pilotage de la réforme qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Et on nous a bien confirmé que les grands facturiers étaient prêts. Je reviens également sur ce choix de PA. Donc parmi ces plateformes agréées, il y a aussi un certain nombre de plateformes qui sont qu'on peut qualifier un petit peu de verticales, un petit peu spécifiques à une profession et qui vont amener du service autour de tout cela. Donc le périmètre entre guillemets de chaque PA, une PA, c'est une entreprise qui fait un choix de se positionner sur ce marché et qui va apporter du service. Alors parfois cantonné à une profession un petit peu spécifique pour apporter des choses en plus autour de la facture électronique. Donc voilà, voilà le choix des plateformes, il va dépendre un petit peu de ce que la plateforme offre. Après, il faut aussi remettre un peu l'église au centre du village. Dans votre activité, si vous faites quelques factures par an annexes à votre activité d'assureur, à des particuliers ou des entreprises, si vous utilisez un logiciel classique de facturation, un EBP, un Sage, qu'en sais-je, la plateforme, l'APA d'émission de ces éditeurs de logiciels va largement suffire à remplir vos obligations parce que vous n'avez pas besoin de choses sophistiquées autour de cette facturation qui est somme toute assez annexe à votre activité. Donc encore une fois, je pense que vraiment le sujet pour vous, il est septembre 26 et avoir choisi une PA de réception qui soit cohérente avec votre organisation, avec votre activité, pour y retrouver vos factures fournisseurs. Vous avez peut-être des questions autour de ça? Oui, j'avais pas mal de questions. Il y a beaucoup de questions. Si, il y en a beaucoup, notamment comment ça se passe quand on change d'expert comptable? Est-ce que l'ancien peut récupérer l'ancienne plateforme? Comment ça se passe? Alors, c'est pas de la récupération, c'est-à-dire que comment la plateforme a une obligation de conserver en fait les documents pendant 10 ans. Donc, vous devez pouvoir avoir accès à vos anciennes factures pendant 10 ans, puisque c'est la loi, donc il n'y a pas le choix. Donc, quand on change en fait de plateforme, c'est pareil, la peinture n'est pas tout à fait sèche, comme je le dis souvent. C'est pas encore, c'était pas le sujet du moment, bien que moi j'ai posé régulièrement la question au chargé de mission à la DGFiP, qui est Sébastien Rabineau. Il me dit qu'il ne va pas y avoir de problème. J'en vois quand même un qui peut être un peu compliqué, mais normalement, dans le principe, et les textes vont sortir d'ici, je pense, la semaine prochaine, et vont imposer aux plateformes un système en fait qui est assez proche de ce qu'on connaît dans la téléphonie pour la portabilité du numéro, sauf que voilà, on ne récupère pas les factures anciennes, elles restent sur l'ancienne PA. Et en fait, vous re-signez quand vous changez d'expert comptable et que l'expert comptable a besoin de vous faire adhérer à une autre plateforme, eh bien, vous allez lui signer un mandat, il va vous inscrire et comment ça va écraser la plateforme précédente dans l'annuaire
à tel numéro de sirène, à partir de telle date, hein, c'est la fameuse date dont je vous parlais, là, où on met, quand on regarde, c'est non actif pour quasiment la totalité des entreprises aujourd'hui dans l'annuaire. Eh bien, on va dire, ben là, je change au 1er août. Eh bien, à partir du 1er août, ma PA, ça sera la nouvelle PA de mon nouvel expert comptable. Donc, c'est prévu dans les textes. C'est pas encore tout à fait, il n'y a peut-être pas encore tout à fait l'huile qui va bien pour que ça fonctionne bien, mais ça devrait se faire assez rapidement. C'est un enjeu important, hein. Il était bien prévu que les entreprises ne soient pas définitivement liées à une plateforme. Ok. J'ai pas mal de... Avec la subtilité aussi que à partir du moment où quelqu'un s'est engagé auprès d'une plateforme, la plateforme a pu lui faire signer un engagement sur plusieurs mois, plusieurs années, et le changement de plateforme de réception ne le déliera pas forcément de son obligation contractuelle avec la précédente plateforme. Alors, ça, si tu veux, c'est plus vrai quand on a pris une plateforme en dehors de son expert comptable. Oui. Quand on prend une plateforme avec son expert comptable, on est lié en fait à la mission. Si on a mis fin à la mission, l'expert comptable peut pas dire, écoutez, vous devez encore payer 2 ans la plateforme chez moi. Mais si on prend auprès d'une autre plateforme, voilà, là peut y avoir des engagements commerciaux qu'on a pris dès le départ en disant, ben voilà, je m'engage pour 3 ans. Si on change de plateforme dans les 3 ans, ben, il va falloir payer les 3 ans pour changer de plateforme. On me demande également comment on pourra contester une facture reçue sur la plateforme. Alors, c'est des statuts qui sont prévus, hein, donc on peut, et ça, la PA doit permettre doit permettre de gérer ces statuts, hein. Il y a 5 statuts, hein, de mémoire qui sont obligatoires, et notamment, il y a un statut refusé. Rejeté étant plus un aspect technique géré par les PA, c'est-à-dire que la facture n'est pas conforme, donc ça vous n'êtes pas concerné, mais par contre refusé, vous pouvez le faire. Et après, il y a différents types de factures sur lesquelles on est en désaccord, hein. On est en désaccord parce que on n'est pas tout à fait d'accord avec une ligne de la facture qui ne correspond pas à la réalité. Donc, on va faire comme avant, on va discuter avec son fournisseur et dire, mais attendez, c'est pas le prix que vous m'aviez indiqué, vous m'avez pas livré les quantités qui étaient prévues. Donc, ça serait bien que vous fassiez les corrections. Ah oui, monsieur le client, vous avez raison. Donc là, il y aura des mécaniques d'avoir, comme on pouvait avoir, et qui pourront gérer. Il y a un autre risque qui n'est pas négligeable, c'est les factures qui ne sont pas sollicitées. Hein, là, il y a des risques potentiellement, qu'il y a des factures qui arrivent, mais vous n'avez pas demandé cette prestation. Vous savez que c'est pas rare, si certains se sont installés il n'y a pas si longtemps, ou ont créé une société il n'y a pas si longtemps, de recevoir en fait des factures pour des adhésions à un annuaire où on reprend un logo qui est proche du logo de la République française, où on comprend que c'est quasiment obligatoire, et en fait, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce type d'annuaire, et en général, on stoppe les clients. On stoppe les clients avant qu'il soit trop tard. Malheureusement, des fois, certains clients payent ces factures. Donc, on pense qu'il va y avoir ce type d'arnaque, hein, qui va être développé, et là, ça sera un refusé purement et simplement. Et vous voyez, nous, puisque en fait, Fiteco a fait le choix d'être plateforme agréée, on est assez peu de cabinets en fait à avoir pris ce choix pour rester indépendant des plateformes, hein. Et donc, cette indépendance est importante pour nos clients et pour nous. Eh bien, on a prévu, nous, dans notre suivi des factures, la mise à disposition de factures, de mettre en alerte des sirènes qui seraient sur une liste noire que l'on a créée, pour pouvoir alerter les clients, ou alerter quand c'est un nouveau numéro de sirène qui arrive. Attention, êtes-vous bien sûr, vous n'avez jamais travaillé avec ce fournisseur-là, est-ce que ça vous paraît normal? Donc oui, il faudra être vigilant, parce que les arnaques, elles évoluent en fonction de... Et le statut refusé permettra de faire sauter ces factures.
Alors après, j'ai des questions. Je sais que pour votre cabinet, vous allez pouvoir me dire, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable vont facturer en plus cette prestation à leurs clients? Alors oui, il y aura probablement des facturations en plus d'accompagnement parce qu'il y a un coût automatiquement à la mise en œuvre de la PA, mais aussi les prestataires de PA facturent les transmissions de flux. Oui, il y aura des coûts supplémentaires qui, je pense, alors nous, dans notre système, c'est un peu différent parce qu'en fait, on a inclus, on a un abonnement avec notre plateforme qui est beaucoup plus large que la plateforme des factures d'achat, hein, puisqu'il y a, il y a absolument toute la vie administrative de nos clients, que ce soit compta, social, juridique, tous les documents. Bon, nous, ça sera intégré dans notre abonnement mensuel. Jusqu'à, je crois, 1000 factures. Donc, largement, je crois que ça doit couvrir 93% de nos cas clients. Donc, on sait qu'il y en aura très peu qui seront concernés par une facturation vraiment spécifique PA, hein, par rapport à des volumes importants. Mais oui, vous pourrez avoir des factures complémentaires. Et du coup, qui aura accès à cette plateforme? L'expert comptable et l'agent ou pas? Enfin voilà, et peut-être d'autres, l'administration, je ne sais pas. On me pose la Alors, question. dans le flux général de la facture, en fait, quand la plateforme agréée qui gère l'émission, elle va interroger l'annuaire et envoyer sur la plateforme de réception de l'agent, ce qui a été évoqué par Xavier. Par contre, en même temps, elle a un rôle, cette plateforme, c'est d'envoyer une extraction des données de la facture à l'administration fiscale. Ce n'est pas toute la facture qui est envoyée, c'est juste une extraction pour calculer la TVA. Donc, hors taxe, par taux de TVA et TVA, ce qui permettra à l'administration de pré-remplir la déclaration de TVA plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas toutes les lignes. Alors, je dis pour l'instant parce que il n'est pas dit que les choses n'évoluent pas dans l'avenir. Donc, l'administration aura un global, une synthèse par taux de TVA des informations de la facture. Ensuite, par rapport aux autres personnes. Alors d'abord, clairement, c'est l'agent qui a un accès. Et après, il peut donner une délégation à son expert comptable. Et ça va dépendre des plateformes. Voilà. Alors, si vous prenez la PA de votre expert comptable, c'est parce qu'il va y avoir un lien entre la plateforme et l'outil de production du cabinet d'expertise comptable. Donc oui, il va les avoir, et parce que vous lui avez donné l'autorisation d'inscrire la plateforme que vous reteniez. Après, il n'y a pas d'autres personnes, sauf une délégation que vous pourriez donner à une autre personne. Mais dans votre cas, je ne vois pas l'utilité. On me demande, est-ce que vous connaissez à peu près le coût que ça va représenter pour eux, en fait? Je pense que ça va être... Ça dépend, je me doute, mais... Ça va être très variable parce que dans votre activité, les fournisseurs sont quand même limités. Il y aura quand même du traitement de notes de frais, mais ça va être quand même assez limité. Mais je pense que ça peut être 5 à peut-être 10 euros ou 15 euros par mois, quoi. J'ai une autre question. Il y a des agents qui exercent parfois 2 activités. Est-ce qu'ils ont le devoir d'avoir 2 plateformes différentes ou une seule peut suffire? Alors, vous parlez de 2 activités avec le même numéro sirène? Non. 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 Alors, s'il y a deux numéros sirènes, de toute façon, et que les 2 activités sont concernées par la réforme, il y aura potentiellement soit la même plateforme, mais ou une autre plateforme parce qu'elle est plus opportune en réception
que l'autre, mais vous aurez bien deux entrées différentes. Vous pouvez avoir des fois le même numéro sirène avec deux activités différentes. Et là, ça sera une seule plateforme, mais il y aura deux entrées de facture qu'il faudra déclarer à la plateforme, qui se fera sur le numéro de sirène le plus couramment. Après, j'ai des questions très ciblées. Je ne sais pas si vous voulez qu'on les traite. Par exemple, j'ai des agents qui travaillent avec des syndics de propriété qui n'ont pas de SIRET. Donc, ils me disent comment ça va se passer avec ce genre de clients pour le coup. Alors, des agents qui sont en relation avec des syndics de copropriété, ouais. Oui, mais ils ne reçoivent pas de facture du syndic de copropriété. Ils ne me matérialisent pas trop l'échange, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est des conseils qu'ils veulent leur donner ou s'il y a un lien en tous les cas entre les deux. Ça n'a pas été précisé. Alors, pour moi, quand même, en réception pour l'assureur, pour moi, il n'y en a pas, sauf les charges de copropriété pour le local sur lequel il pourrait être. Et un syndicat de copropriétaires, il n'y a pas de SIRET, à ma connaissance. Non, c'est ce qu'il disait, oui. Donc, ça sera à mon avis, ces appels de charges, si c'est ça dont on parle, donc sur lequel il les recevra papier comme auparavant. Et de la même manière, en fait, les agents me disent, mais par exemple, quand on va aller acheter quelque chose en magasin, on n'aura pas pour l'agence, hein, bien sûr. Je vous prends du matériel de bureau et autres. Il ne faut pas avoir de facture, juste un ticket de caisse. Ça marchera plus. Alors déjà, si vous voulez, il faut savoir que les règles, le ticket de caisse n'est pas valable. En fait, je faisais un parallèle un peu osé au début où je disais quand les radars automatiques ont été installés en France, on a beaucoup râlé, mais on savait tous que la vitesse était limitée. C'était juste qu'elle était contrôlée un peu plus, quoi. Hein. C'est exactement pareil. Les règles existaient déjà en matière de facture et le ticket de caisse n'a jamais été une facture. Donc, quand on achètera ses fournitures de bureau, on donnera à son commerçant son numéro de sirène, son adresse, pour qu'il fasse une facture et qu'il l'envoie. Et ça ne sera pas le ticket de caisse. Donc, il va falloir un petit peu changer ses habitudes. Il restera des tickets, par exemple, dans la restauration, pour tout ce qui est en dessous de 150 €. Eh bien là, on peut encore avoir une note. Du restaurant. Dès que ça sera au-dessus de 150 €, il faudra une facture à envoyer aux clients. Donc, ça veut dire aussi que chez les restaurateurs, il faudra qu'ils aient les outils pour pouvoir transformer leur ticket en facture. Mais c'est vrai que ça va changer quelques habitudes, mais qui auraient déjà dû exister. Les 150 € étaient déjà existantes précédemment, mais rarement et très rarement, plus que rarement appliquées. Voilà. Et vous aviez bien anticipé la question tout à l'heure, Alain. En effet, quand ils ont le même numéro sirène pour leur activité, par exemple, de courtage et d'agent. Oui, c'est à ça que je pensais. Oui. Voilà. Oui, mais je me doutais aussi, donc je vous la pose. Là, comment ils font? En fait, il va falloir faire deux entrées sur l'annuaire. Une entrée avec alors sirène activité assureur, sirène, enfin pas tiré, pardon, excusez-moi, c'est sirène _ assureur et sirène _ courtage. Voilà. C'est un petit peu la slide que je vous ai montrée sur Sirène. Effectivement, dans la majorité des cas, ça va suffire, mais on peut décliner autour de cette adresse, comme le disait Alain, en rajoutant des éléments derrière, ce qui se fera au niveau de la PA. Donc là, pour ceux qui sont concernés par ce cas-là, il faudra bien échanger avec votre PA ou avec votre expert comptable qui se charge en disant
Bon, moi, vous me garantissez que je peux bien inscrire mes 2 activités de telle manière. Ça veut dire aussi pour vous, hein, la contrainte, c'est quand vous échangez avec un fournisseur, quand vous avez 2 adresses, eh bien, vous êtes obligé de lui dire quelle adresse il doit utiliser pour sur l'activité. Hein, parce que le fournisseur, il ne va pas savoir s'il y a des choses spécifiques sur chaque activité, il ne va pas savoir sur laquelle adresser. Hein. Donc, il va falloir lui communiquer, et c'est l'objet un peu des demandes des fournisseurs que Xavier évoquait tout à l'heure. Eh bien, ils demandent à l'heure actuelle, bah, c'est quoi votre adresse, hein. Alors, ils auraient dû plutôt dire, et je l'ai vu chez un fournisseur il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, bah, tiens, celui-là, il est intelligent. Il dit, sans retour de votre part, je considère que votre numéro de sirène est votre adresse au sens de la réforme de la facture électronique, ce qui était 100 fois plus simple pour la grande partie des entreprises. Par contre, voilà, quand on en a 2, ça veut dire qu'il faut inscrire les 2, mais il faut aussi communiquer à chacun vers laquelle, alors, avec la difficulté que vous aurez dans vos activités BNC et courtage, c'est que en général, bah, vous n'avez qu'un seul loyer, vous n'avez qu'une seule facture d'électricité, et il va falloir les envoyer à un endroit comme vous faisiez avant, peut-être dans votre BNC. Et après, il y a peut-être un prorata qui est calculé par le cabinet d'expertise pour rebasculer une partie des charges sur l'activité de courtage. Merci. Et dans le cas où l'agent n'a pas d'expert comptable, est-ce qu'il y a des plateformes alors gratuites, je ne suis pas sûre, mais il y a des plateformes libres qu'ils peuvent utiliser? Vous montrez la transition pour vous présenter ce que l'on a fait pour ces clients-là. Alors, il y a 150 plateformes, hein, donc il y a le choix. Hein. Donc, il y en a plein, mais voilà. Et je dois dire qu'il y en a des gratuites. Hein. Cependant, moi, je me méfierais des gratuites parce que vos données, en fait, elles sont utilisées. Il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité en fait sans contrepartie, mais il y a des contreparties qui se lisent dans les petites lignes des conditions qu'on signe. Merci de votre vigilance. Donc, pour les gens qui seraient dans ce cas, donc on avait développé pour nos clients notre plateforme, donc là on a parlé MyFitEco, alors qui va gérer toute la partie facture électronique, mais pas que, hein, puisque nos clients retrouvent tout leur historique d'entreprise, tant social, fiscal que juridique sur la plateforme, et également la partie facture électronique. Et donc nos clients nous ont fait plutôt des retours très positif sur cette plateforme. Donc, on a décidé par l'intermédiaire d'une de nos filiales qui fait de la domiciliation d'entreprise d'ouvrir la plateforme MyFitEco à des gens qui ne seraient pas nos clients, donc qui seraient peut-être des agents qui n'ont pas d'expert comptable et qui font eux-mêmes leur compta. Donc, ils pourraient utiliser, alors parmi tous les 100 et quelques plateformes qu'on évoquait, la plateforme FitEco qui leur permettrait d'avoir pour 4,90 € hors taxe par mois leur PA de réception, donc toute leur interface où ils vont pouvoir retrouver les factures électroniques émises par leur fournisseur et s'ils ont des besoins de facturation vers les clients, donc en dehors hein, de leur activité classique avec la compagnie, un logiciel de facturation conforme avec la facture électronique. Merci Aurélie pour la transition qui m'a permis de présenter ce que l'on avait fait pour les gens qui ne sont pas forcément clients chez nous. Mais encore une fois, il y a, comme le disait Alain, il y a 120, 130 plateformes, il n'y a pas que nous. Ton micro est coupé, Alain. Ton micro est coupé, Alain. Il y a 150 plateformes à l'heure actuelle. 150 maintenant, ouais. Ah oui. Donc, nous, on est à 145. Hein, donc, et vraiment, si je rebondis sur ce qu'a dit Alain, la gratuité en ce domaine, moi, je n'y crois pas un seul instant, parce qu'il y a des frais derrière. La gratuité n'est pas possible. Si c'est gratuit, c'est que vos données, elles sont utilisées quelque part et monétisées quelque part.
Et alors, du coup, on me dit, il y a rien qui vous oblige à passer par la plateforme de votre expert comptable, parce que bon, ça me semble quand même plus normal, enfin, à mon sens, mais il y a quand même des agents qui se posent la question d'avoir une plateforme différente. Alors, S'ils ont une plateforme différente, ça veut dire que le cabinet, pour sa mission d'établissement des comptes, n'aura pas un accès simple à la plateforme distincte de celle du cabinet qu'aura choisi l'agent. Donc, il faudra qu'il transmette les factures électroniques au cabinet, ce qui est une source de temps, de déperdition d'informations, de risque de non-exhaustivité. Euh, Oui, c'est pas pratique. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Ouais, bon. c'est-à-dire que ce que vous aurez comme problématique, il faudra transmettre les documents, donc vous en revenez à la situation actuelle, comme vous leur transmettez les documents, qu'ils soient papier, par mail, alors que si vous choisissez la plateforme du cabinet, il les recevra directement. Là où ça posera un problème, c'est s'il ne les reçoit pas. Là, je ne verrai pas l'intérêt, mais c'est là où ça peut être beaucoup plus simple et vous, ça vous fait du traitement administratif en moins. Vous avez quand même accès à vos factures parce qu'il faut quand même les payer. Alors, même s'il y en a qui sont pas mal qui sont en prélèvement, notamment sur les grands facturiers là, qui vont arriver, mais vous n'avez plus à les transmettre au cabinet puisque ça se fait nativement, donc pour vous, c'est plus simple. Alors là, on estime, nous, à peu près que c'est 20-25% des factures fournisseurs là, qui vont arriver au mois de septembre chez nos clients. La plus grande partie, ça sera au 1er septembre l'année prochaine, hein, quand toutes les entreprises vont être concernées. Voilà. C'est un peu plus de temps à passer si vous ne choisissez pas la plateforme du cabinet. Alors, tout à l'heure, Alain, vous avez été très clair sur les autres dépenses, mais on me demande quand même si, parce que vous nous avez donné des exemples avec le restaurant, s'il y a d'autres exceptions pour des petites dépenses, type carburant, parking, enfin voilà. Ouais. Alors, je suis pas, enfin, c'est pas encore sec sur le sujet. Il va y avoir des tolérances. Il va y avoir des tolérances le temps que les systèmes permettent de rentrer son numéro de sirène. Tant que les systèmes ne permettent pas de rentrer le numéro de sirène, je veux dire, je vais faire mon plein d'essence, je sais pas, voilà, à une pompe et je peux pas le rentrer parce que c'est pas prévu. Voilà. Donc il y aura une souplesse, il y aura une tolérance pendant un certain temps que les systèmes se mettent en œuvre. Par contre, les 150 € que je cite, c'est vraiment propre à la restauration. Il y a le péage aussi. Hein, là, on prenez un liberté. C'est la promo pour avoir les factures si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, parce que c'est quand même bien pratique de toute façon. Mais là, ça facilitera les choses à expurger peut-être les péages perso. Mais voilà. Hein. Mais il y aura un petit peu. L'administration on avait eu une intervention fin janvier de la part de l'ancienne ministre Amélie de Montchalin. Elle avait dit, bon, nous, ce qu'on veut, c'est que ça rentre dans la réforme. On ne va pas non plus sanctionner les entreprises, surtout si elles font des efforts pour se mettre en conformité et elles n'ont pas prévu d'être dures. Par contre, celles qui ne veulent pas se mettre en conformité, là, ça sera une autre histoire. Donc c'est pareil. Pour le e-reporting, nous, on est concernés par le e-reporting puisqu'on fait des déclarations de TV, d'impôts pour des particuliers. Bon, on va être concernés. On a des interventions pour des particuliers sur du conseil. Voilà, c'est la partie pour nous la plus dure de la réforme. Et on nous a dit qu'il y aurait une certaine souplesse au démarrage. Mais à la fin de l'année, à mon avis, il y aura déjà moins de souplesse. Bon, je vais finir avec une dernière question parce que j'ai un agent qui s'en va fin septembre. Il me dit, je le fais quand même ou pas. Moi, je pense que c'est quand même nécessaire, mais bon, à vous de répondre. Et je pense qu'il sera pas embêté. Hein. Honnêtement, il le fait pas, il sera pas embêté.
il va peut-être avoir une petite relance des impôts. Et puis, s'il s'arrête vraiment 30 septembre, mais vraiment pas plus que 30 septembre. Hein. Je ne suis pas sûr qu'en La octobre, tolérance, il n'y ait pas les amendes qui tombent, hein, quand même, pour certains. ça marche. Je ne sais pas si vous avez terminé avec le support, Xavier, si vous avez... J'ai bouclé, du coup, vous m'aviez donné la transition pour mes dernières slides, donc c'était pas. En tous les cas, il y a des agents qui nous ont dit que leur banque aussi le proposait à titre gratuit. Alors là, c'est gratuit, mais c'est quand même la banque, donc je pense que c'est quand même sécurisé. Ouais. J'ose espérer. On me demande des recommandations. Je pense que la recommandation, elle est à l'écran. Donc, donc voilà. N'hésitez pas. J'adresserai de toute façon votre support aux agents qui étaient présents et le lien du replay à ceux qui n'ont pas pu se connecter. Et puis, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Enfin, vous savez que AGA est là pour les aider et travaille main dans la main avec Fiteco pour avoir aussi un maximum d'informations à leur redescendre. Donc voilà. Donc messieurs, je voulais vous remercier pour votre intervention, la pertinence de toutes les informations que vous nous avez délivrées et qui vont aider nos agents à mieux exercer leur activité et à être prêts pour le 1er septembre 2026. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon appétit. Merci, c'était un plaisir de vous avoir. Également. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.